J'adore. Tu as vu, Éloi, pendant le petit moment d'attente, elle est en transparence et donc le public voit un petit peu la mise en place. Voilà. Donc, je disais à notre invité, on s'est mis en 1v1. Voilà. En plus, je crois qu'Éloi est un peu gamer. Il connaît un peu. Je recommence à jouer. Ouais. Déjà, bonjour et merci pour l'invitation. Ben non. Je vous présente notre invité, même si certains le connaissent déjà, parce que quand j'ai annoncé ta venue hier dans le chat, certains t'identifiaient tout de suite, alors que pourtant, dans le public de Twitch, on n'a pas forcément des grands connaisseurs, des grands passionnés par la gastronomie. Mais toi, il te connaissait, et notamment peut-être en raison de ta présence sur les plateformes, on va en parler. Éloi Spindler, ton patronyme. Moi, je suis très curieux des noms. Alors, Éloi, c'est un prénom qui est rare, qui est très beau. Voilà, c'est de l'ancien français. Oui, Éloi. Exactement. Il y a un Saint-Éloi. Voilà. C'est un joli prénom. C'est gentil, tu as rencontré d'autres Éloi dans ta vie? Assez peu, mais j'en ai rencontré quelques-uns, ouais. Et Spindler Spindler, c'est d'origine suisse-allemande, mais ça date des guerres napoléoniennes où un de mes ancêtres était venu s'installer en France, qui s'appelait non pas Napoléon, mais Pantaléon. Pantaléon Spindler. Oui, joli. Donc, MVP, on a 1 heure ensemble pour discuter de plein de choses. Et je suis content parce que c'est la première fois où on a déjà parlé du secteur de la restauration, qui est un secteur qui crée beaucoup d'emplois en France. Donc, on parle régulièrement de ce secteur, notamment pour son attractivité, parce qu'il y a des emplois, mais aussi pour ses conditions de travail, qui sont parfois difficiles, tu vois, et les salaires. Donc, mais c'est la première fois qu'on va vraiment prendre le temps pour en parler. J'ai une question qui est toujours la même quand je reçois un invité, c'est on te rencontre dans la rue, on te présente quelqu'un, mais cette personne ne sait pas qui tu es, ce que tu fais, comment tu te présentes. Tu dis... c'est une bonne question. Si je dois me présenter, je suis restaurateur, avant tout. Et j'essaye d'avoir une approche responsable de la restauration. On utilise le mot plutôt altruiste au sein du groupe Bonalois. Et le fait d'expérimenter plein de choses dans ces restaurants, j'ai pas envie de garder ces choses que pour moi, donc je les partage aussi sur les réseaux. Et tu dis restaurateur, tu dis pas chef, tu dis plutôt restaurateur. J'ai une formation de chef, mais maintenant j'ai 3 restaurants et je suis quand même beaucoup moins en cuisine. Je comprends. Et en fait, les gens ont souvent cette vision du chef qui est tout le temps en cuisine. Il faut savoir qu'un chef médiatisé ou un chef qui a plusieurs restaurants ne peut pas être dans tous ces restaurants en même temps. Chacun des restaurants, nous, est ouvert 7 sur 7, midi et soir. Donc ton rôle est plus global, en fait, c'est ça aujourd'hui. Mais moi, mon rôle, il est vraiment sur la partie expérience client, communication. C'est comme ça qu'on se divise les tâches avec Benoît, mon associé. Lui, c'est la tête, donc finance, développement. Et moi, j'ai la partie RH, expérience client et communication. Le cœur. Mon cerveau parle en toutes les directions parce que j'ai envie de te dire plein de choses. D'abord, je viens de faire tilt sur le nom du groupe qui s'appelle donc Bonalois. Bonalois. Éloi, du coup. Benoît et Éloi. J'y suis, ok, ça je viens de comprendre. Mais ça veut dire aussi de bon alliage. Et je vais te montrer quelque chose qui est notre CV. Alors, à mesure de notre discussion, il y a un CV qui va se construire sous nos yeux, qui va se remplir de tout ce que tu as fait, parce que tu as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 31 ans. Voilà, mais tu as déjà fait plein de choses. Donc, regarde ce curriculum vite fait. On est au tout début, on a mis, tu vois, il a déjà commencé à se remplir, parce qu'on a déjà profession restaurateur, mais il a continué à se remplir. Et avant d'aller plus loin, je voudrais te dire plein de messages, parce que il y a plein de messages très sympathiques pour toi. Trop la classe de le voir ici. Très populaire au Québec, Éloi, je ne sais pas si tu le savais. J'ai fait une vidéo sur la poutine où c'est très mal passé. Ah bon? En fait, l'idée, c'était qu'on a eu un commis québécois qui s'appelle Simon, qui est venu travailler. Et en fait, on se disait, il faut vraiment qu'on remette nos équipes au cœur de la chaîne YouTube. Et donc, on a fait un format où on a fait une poutine avec Simon, qui était québécois. Et Simon a un très gros tempérament. Et a passé 30 minutes, enfin 2h30 de tournage à me roaster sur le fait que ma poutine n'était pas une poutine mais un mets. Et en fait, on a trouvé ça génial et je crois que la vidéo a beaucoup marché au Québec. C'est drôle. Bon, en tout cas, tu as un public au Québec. Alors, et puis j'ai des questions sur la tenue aussi, parce que là, c'est très surprenant. Je te vois avec un tablier, je te vois avec un certain nombre de couteaux, il y en a plein. 8. Waouh. Et c'est vrai que c'est un peu ta signature. Dans tes vidéos, on te voit souvent avec ce tablier et ces couteaux. C'est quoi l'histoire? Ça fait aussi penser à un personnage de jeu vidéo. Alors, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans l'histoire. La première, c'est que, historiquement, les bouchers avaient plutôt une partie comme ça pour garder leurs couteaux et les avoir toujours à portée de main. D'accord. Moi, j'étais un peu, quand j'étais jeune chef, j'étais un peu agacé qu'on utilise mes couteaux sans me demander. Le couteau, c'est vraiment l'outil du cuisinier. Et donc, en fait, il faut qu'il soit toujours aiguisé, affûté, etc. Et en fait, si tout le monde l'utilise et n'en prend pas soin, ça ne marche pas. Troisièmement, j'ai un ami qui fait des harnais de nuit. Et quand il m'a appris qu'il faisait ça... Harnais de nuit? Oui. C'est quoi un harnais de nuit? C'est les harnais pour les parties de jambes en l'air, finalement.
Alors, ok, on part sur un terrain que je n'avais pas imaginé. Et en harnais fait, de nuit. Quand il m'a raconté c'est des harnais oui. pour les pratiques nocturnes. Exactement. Ok, j'avais pas l'élément. Ok, très bien. Et quand il m'a dit qu'il se mettait à faire ça, je me suis dit, moi j'ai toujours rêvé d'avoir un harnais à la Assassin's Creed. Donc si tu peux me le faire, allons-y. Et donc ça partait juste d'une blague à la fin, au début. J'adore cette histoire. Et en fait, le harnais a été créé au moment où on se lançait sur les réseaux sociaux. Moi je me suis lancé sur les réseaux sociaux à la base pour remplir mes restaurants. Et en fait, c'est devenu un signe instinctif un peu tout seul. C'est drôle parce que du coup, dans l'histoire, il y a une histoire de praticité. Touche pas à mes couteaux. Ouais. Il y a côté historique avec les couteaux du boucher. Il y a le côté harnais de nuit. Alors ça, je l'avais pas anticipé. Et dans le chat, on me dit comment Sam fait pas. Genre, tu connais pas. Non, je découvre les harnais de nuit. Voilà. On achète tous ces harnais de nuit, c'est pour un ami. Et il y a le côté jeux vidéo. Assassin's Creed. Ouais. Bah, moi, ça faisait quasiment 10 ans que j'avais plus joué aux jeux vidéo parce que ouverture du restaurant, on travaille beaucoup, etc. Manque de temps. Mais j'ai quand même une bonne base geek et je suis quand même beaucoup de vidéos là-dessus. Ah, j'adore. Et le jeu auquel j'ai le plus joué, c'est Assassin's Creed et je trouvais ça tellement stylé d'avoir. C'est drôle. L'histoire est sympa. L'histoire est sympa. Et c'est un peu ta signature aussi maintenant. C'est devenu ma signature. Esthétique, quoi. Mini parenthèse sur le jeu vidéo. Aujourd'hui, tu manques un petit peu de temps. Est-ce que le dernier jeu sur lequel tu as passé un petit peu de temps là, j'ai commencé à streamer il y a à peu près un mois et du coup, j'ai dû organiser un petit bureau chez moi et du coup, j'ai téléchargé Clair Obscur. Et là, tous les dimanches, il faut m'oublier, c'est Clair Obscur. T'as pris une petite claque, je suppose, incroyable, quoi. Ce jeu, le GOTY, disent certains. Et streamer en plus. Je commence à streamer parce qu'en fait, il manquait un petit peu ce lien avec les gens que j'avais un petit peu au resto, mais il faut quand même que je sois dans le resto pour les croiser. Ouais. J'ai un petit peu un blocage, je reçois beaucoup de messages, mais je ne peux pas répondre à tout. Et je me suis dit, autant donner un rendez-vous tous les mardis. Comment s'appelle la chaîne, Éloi Spindler. Tout simplement. Oui. Ok. Et tu streams J'essaye d'avoir quelqu'un avec moi à chaque fois. Un invité. Alors c'est un invité. Hier par exemple c'était Flonflon, le streamer musique. Mais ça peut être aussi des membres de mon équipe, que ce soit de mon équipe vidéo, avec qui je fais les chaînes, avec qui je fais les vidéos YouTube, ou mon équipe de resto. La semaine prochaine, on reçoit Thibaut qui est un de mes techos, et la semaine d'après on reçoit Antoine qui est le chef exécutif du groupe. Eh ben bravo, ça en fait des choses. Et on me dit réponse le 11 décembre pour le GOTY, pour Clair Obscur. Parce que c'est un jeu qui a beaucoup marqué, dont on a beaucoup parlé ici. Je reviens à ta carrière professionnelle, déjà bien remplie. Qu'est-ce qui t'a conduit à aimer la cuisine, à te diriger dans cet univers ? Est-ce que c'est une vocation ? C'est-à-dire que tu y penses dès l'enfance ou pas ? Alors, j'ai grandi dans un bassin où tout le monde cuisinait très bien. Ma mère cuisine bien, mon père cuisine bien, mes grands-parents cuisinent bien. En étant professionnel de cet univers ? Non, Non, juste l'habitude de bien manger chez soi, ce qui est déjà très important. Et de bien se nourrir. Ils faisaient le marché, ils n'allaient pas, ils n'achetaient pas n'importe quoi. Ils faisaient attention à la qualité des produits. Moi, à la base, je voulais tracteur. Ok. Dès 5 ans, je prends des cours de théâtre. D'accord. Premier casting à 12 ans, je me fais refuser. Ah oui, ça c'est. Tu peux nous raconter, je crois, ça s'est pas bien passé ? Oui, j'ai pas été pris au casting. En fait, c'était quoi ? C'était c'était pour un long métrage. Et je crois que c'est un film qui n'est même jamais sorti en plus. Donc, juste, j'ai été hyper frustré. Je me suis dit non, c'est pas pour moi. Du coup, t'as laissé tomber ? Ouais, en fait, je pense. Et en fait, je pense que maintenant, je parle en interview beaucoup de choses que j'ai compris beaucoup plus tard. Mais en fait, je pense que jeune, j'avais l'impression que j'avais déjà le sentiment d'être frustré par les prises de décisions qui ne dépendaient pas de moi. Je comprends. Bon, ça, je l'ai compris vraiment 20 ans après. On ne comprend pas ça quand on a 12 ans. Et par contre, je passais des très mauvaises années de collège. Ah oui. Et donc, j'avais besoin de sortir de ce cercle scolaire classique. Et j'ai fait un premier stage en pâtisserie en 4e, un stage en cuisine en 3e. Et là, j'ai découvert ce que c'était que le BEP et le bac pro. Et là, ça se passe bien, là. Et du coup, j'ai dit à mes parents que je veux partir en parcours pro. Et là, c'est le début de longues études, en fait. 7 ans d'études à l'école Ferrandi à Paris. Voilà. L'école Ferrandi, c'est un peu une grande école dans cet univers-là, non ? C'est une des écoles majeures parce qu'elle était financée par la Chambre de commerce et d'industrie. Pendant 50 ans, ça a été la meilleure école de cuisine de France. Okay. Maintenant, il y a beaucoup de nouveaux acteurs, notamment l'école La Source, dont je suis parrain. Il y a l'Institut Paul Bocuse à Lyon. Il y a tout un tas d'écoles très chouettes qui ont le vent en poupe. Et c'est notamment dû à l'arrivée des émissions télé cuisine il y a une dizaine d'années. Ok, d'accord.
Il y a une quinzaine d'années. Et là, tu as parlé du moment où tu décides de quitter, toi, l'école traditionnelle pour aller vers du pro, voilà, donc avec des premiers stages, notamment en pâtisserie. Et là, tout de suite, tu as le sentiment que ça va être ta voie. Il y a quoi? Il y a du plaisir, c'est une évidence ou... Ah oui, c'est évident. Moi, je suis fan de la tension du coup de feu. D'accord. Quand elle est évidemment bienveillante. Et ce que j'aime beaucoup, et que je comprends aussi beaucoup plus tard, c'est l'artisanat. C'est tellement satisfaisant de faire quelque chose avec ses mains, de commencer, de se dire, de faire un plat, et puis c'est moi qui l'ai fait. Et alors, mais ça marche avec l'ébénisterie, ça marche avec... on a travaillé avec un artisan qui fait des vitraux pour le restaurant, notre dernier restaurant en vie. Tous ces métiers où on fait quelque chose avec ses mains, c'est quelque chose qui est très très satisfaisant. Et c'est, je pense, c'est devenu assez sous-coté finalement. Mais toi, tu fais des études assez longues, tu vois, notamment à Ferrandi, on parle de 7 ans d'études. Est-ce qu'on est obligé de faire des études longues comme ça pour acquérir le bagage? Toi, ta motivation pour que ces études soient longues, c'était ça? C'est que tu voulais apprendre plein de choses? Alors, il y a plusieurs choses à savoir. La première, c'est que on peut devenir cuisinier en n'étant jamais à l'école. D'accord. Il y a une formation qui s'appelle le CAP qui fonctionne en 1 an en post-bac. Qu'on peut passer même en candidat libre? Qu'on peut passer aussi en candidat libre, totalement. Moi, j'ai voulu faire 7 ans d'études parce que mes parents voulaient absolument que j'ai un maximum de bagages. Mes parents sont tous les deux doctorants, donc j'avais besoin de se dire que leur fils était quand même en sécurité. Et même pour les banques, si un jour on veut ouvrir son restaurant, c'est très important d'avoir un diplôme. D'accord, ok. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte. Ah ouais, ça, c'est pas un détail. Non. Ouais. Notamment si on veut se mettre à son compte, quoi. Oui, totalement. D'ailleurs, à ton compte, tu l'es désormais. Oui. Mais avant, tu as une activité où tu vas être employé, où tu vas être chef. Oui. Très, très, très tôt, d'ailleurs. Mon premier poste de chef à 21 ans, dans un petit restaurant où il y avait 30 couverts. Mais c'est courant, ça, d'être chef à 21 ans? Alors, il y a un grand chef qui disait qu'on ne pouvait pas être chef à 20 ans, ça n'existait pas. Ok. En fait, qu'est-ce qu'un chef? Oui, j'allais te poser la question. Qu'est-ce qu'un chef? Comment on définit un chef? Quand on est tout seul dans sa cuisine, on est chef, mais on est cuisinier avant tout. On ne fait pas de management. Un chef, moi je pourrais même pas donner une vraie définition de ce que c'est un chef. Ouais. Un chef, c'est quelqu'un qui dirige une cuisine, mais ça peut être quelqu'un qui dirige une cuisine de brasserie, c'est un chef. D'accord. Donc, je pense que c'est plutôt le mot cuisinier dont il faut qu'on parle. Et ensuite, pour moi, quand on passe chef, ça veut dire qu'on gère ses coûts, ses matières premières, son équipe. L'équipe. Et je pense que c'est ça qui a pêché pendant beaucoup de temps, parce qu'on parlait de grands chefs, mais c'est des gens qui étaient nuls en management. Donc, est-ce que c'est vraiment des chefs? Pour moi, la question se pose. Donc, si, je ne sais pas, même dans le chat, il y a une définition de ce que c'est un chef. On leur demande. On leur demande. Mais c'est une réponse qui n'est pas si évidente, et je ne suis pas sûr que, même dans le métier, on puisse définir ce que c'est un chef. Parce que quand tu rentres dans un restaurant, dans une brigade même parfois on dit, quand c'est assez important, on commence à quel poste d'ailleurs? Alors moi, typiquement, si j'ai été chef tout de suite, c'est parce que j'ai fait 7 ans entre stagiaire et apprenti. D'accord. Surtout mon parcours Ferrandi, j'étais soit stagiaire, soit apprenti. D'accord, stagiaire, apprenti, ouais. Et donc parfois, au début, j'avais des postes qu'on appelle de commis ou d'aide de cuisine. Voilà. Puis ensuite, j'ai eu un poste de demi-chef de partie, chef de partie. D'accord. Et ensuite, les postes suivants, c'est sous-chef, chef adjoint et chef. Ah, c'est drôle parce que c'est un peu comme dans l'armée. Il y a comme des grades un peu. En fait, le système pyramidal en restauration est important parce que, comme dans tous les métiers où il y a de l'urgence, l'armée en fait partie. Moi, je suis parti en réserve justement pour essayer de comprendre. Ouais, je sais qu'à un moment, tu as eu une séquence, on va en parler avec l'armée, ouais. Et en fait, c'est un système pyramidal parce qu'en fait, quand on doit prendre des décisions dans l'urgence, celui qui décide, techniquement, c'est la personne qui dirige. Parce que c'est lui derrière qui doit répondre des actes, que ce soit positif ou négatif. Typiquement, admettons que j'ai mon restaurant, il se passe quelque chose de bien, ça me revient. Ouais. Il se passe quelque chose de mal, ça me revient. Les critiques que j'ai, je ne vais pas dire que c'est de la faute du commis qui a mal cuit sa carotte. Ouais. Par contre, c'est ma faute en tant que dirigeant de ne pas lui avoir donné les outils pour que la carotte soit bien cuite. Ouais, d'ailleurs, certains internautes nous disent oui, Samuel, tu parlais de brigade. Et tiens, tirons ce fil parce que on parlait des correspondances entre l'armée et la restauration. Et effectivement, toi, tu as poussé cette comparaison assez loin, parce qu'à un moment, tu t'es engagé, je crois que pendant 2 ans, je crois que c'était le week-end. C'est ça, c'était en plus de en réserve opérationnelle, c'est ça. Et moi, dans l'armée. Et c'est pour ça que j'ai pas continué, c'est parce que en fait, je travaillais à cette époque-là beaucoup. Ouais.
pour les autres. Et en fait, le peu de temps off que j'avais le week-end, j'allais le passer à l'armée. À l'armée. Mais ça a été très important pour moi pour comprendre la différence entre cuisine et restauration. C'est pas les mêmes enjeux du tout. Oui. Et en fait, il faut savoir que en cuisine, on peut être maltraité tout le temps. Là où l'armée, en fait, il y a 2 moments où on est un peu maltraité. Enfin, c'est pas maltraité d'ailleurs, c'est mis à l'essai. C'est pendant les classes, pour connaître la réaction du bonhomme pendant en fait une période d'urgence. En fait, des vies vont être mises en jeu. Et sur les théâtres d'opération. Mais sinon, c'est un univers qui est très très bienveillant. Évidemment, il y a des dérives comme partout, il y a des cons partout. Mais pour le coup, l'armée est un domaine, moi, j'ai trouvé très bienveillant. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'explorer cet univers-là? Parce que tu étais quand même parti sur un chemin qui était tout tracé, la restauration, et à un moment tu te dis mais j'ai envie de découvrir ce qu'est l'armée aussi. En fait, après mon premier poste de chef, ça faisait 10 ans déjà que j'avais 23 ans, donc ça faisait 10 ans que je faisais la restauration, et j'avais une petite phase de doute, savoir est-ce que je voulais continuer à faire ça. C'était un restaurant où je m'étais beaucoup amusé, mais qui n'avait pas forcément fonctionné, donc il y avait une petite remise en question. Okay. Et surtout, en fait, je traînais de vieilles lacunes apprises dans des restaurants étoilés où mes méthodes de management n'étaient pas... t'avais l'impression qu'en termes de management, j'avais pas du tout les armes. T'étais pas au top. J'avais pas du tout les armes, je me mettais beaucoup en colère. À ce moment-là, j'avais pas encore eu le déclic de il faut que je change et que je me forme au management. Mais je sentais que des fois, il y avait des petits blocages que je savais pas forcément gérer certaines situations. Okay. Et donc je me suis dit, pourquoi pas aller voir ce qui se rapproche le plus de la cuisine, selon les dires, c'est savoir l'armée. C'est intéressant. Et moi, j'ai adoré mon expérience. J'ai fait. Mais tu faisais quoi? Est-ce que tu étais cuisinier pour l'armée ou tu... Non, c'était pas du tout l'objectif. En fait, dans l'armée, on est en réserve, on est formé à ce qu'on appelle le proter. Le proter. Donc c'est-à-dire vraiment toute la partie combat. D'accord. Puisque la réserve, c'est censé venir en soutien sur le territoire français. Peut-être que ça a changé maintenant, mais à l'époque, en tout cas, c'était en soutien, uniquement sur le territoire français. Mais sur la partie combat, s'il y avait un danger. Ou par exemple sur les sentinelles, parce que sur les missions sentinelles, c'est des missions qui sont très coûteuses en effectifs. Oui, il faut beaucoup de... Et donc en fait, c'est là où la réserve opérationnelle peut venir soutenir un maximum. On ne part pas en opération. À moins d'avoir une grosse spécialisation. Tu pars pas en opération extérieure. Exactement. Okay. C'est ça que tu as fait. Et c'est ça que j'ai fait. Donc j'ai fait un premier stage de sensibilisation, un stage de formation pour devenir sous-officier de réserve. Et ensuite, j'ai été pendant 1 an au régiment, au 121e régiment du train, à Montlhéry, juste à côté de Paris. Et tu as aimé cette expérience? J'ai adoré cette expérience. Mais tu n'es plus dans cette réserve aujourd'hui? Je suis plus dans cette réserve pour des questions de coût en temps, et puis parce qu'il y avait aussi une frustration que j'avais gardée de la restauration, c'est en ayant passé 7 ans à l'école Ferrandi. Pendant 7 ans, en fait, on a décidé pour moi. Et en fait, j'avais l'impression de retourner en bas de l'échelle à l'armée, et c'était pas forcément... j'avais plus l'envie de faire mes preuves et de faire mes propres erreurs plutôt que de dépendre de quelqu'un. Et quand tu disais j'avais aussi envie d'apprendre peut-être dans l'univers militaire à améliorer mon sens du management, est-ce que c'est ce qui s'est passé? Ah oui, bien sûr. En fait, il y a différentes typologies de management, et dans l'armée, c'est très clair en fonction des strates. Quand on est sergent, on manage pas de la même manière que quand on est lieutenant ou quand on est colonel. Bien sûr. Et c'était très très intéressant à voir. Okay. Là où il y a assez peu de management collaboratif. Enfin, en tout cas dans les strates que j'ai vues, évidemment, j'imagine que les généraux, etc. Oui. Mais j'y étais pas. Mais par contre, il y avait vraiment ce côté de faire l'effort avec les hommes, de montrer l'exemple, d'exemplarité en fait. Exemplarité que j'avais assez peu vue en restauration. Et quand tu disais que tu avais constaté toi-même des lacunes dans ta façon de manager quand tu étais chef, notamment dans les 2 restaurants où tu as été chef assez jeune, et tu disais, mais parfois je m'énervais par exemple, et ça ne me plaisait pas, et ça a changé après? Oui, en fait, ce qu'il y a d'assez basique, c'est que quand on est soumis à un stress, le cerveau passe sur le reptilien, et donc en fait on est dans l'émotion, soit des émotions positives ou négatives. Quand c'est des émotions négatives, il en ressort rarement quelque chose de positif. C'est là que tu peux te mettre à crier, par exemple. Exactement, crier, et dans certains restaurants, c'est même cogner, hein, donc il n'y a pas de sujet. Donc moi, je me suis fait coacher ensuite, justement pour apprendre à équilibrer ma vie,
travailler un petit peu moins, penser plus à moi. Et en fait, rien que le fait d'équilibrer sa vie nous soumet moins au stress. Et ça, c'est quand même méga important. Trouver un équilibre dans ta vie qui fait que tu vas être plus apaisé après dans le cadre professionnel. Et je sais que, et c'est pour ça que tu es aussi un restaurateur et un chef atypique, tu as aussi tout un discours sur ton métier, notamment sur les conditions de travail. Et je sais que c'est quelque chose dont tu parles souvent dans tes vidéos, notamment, et dans ton cadre de travail, c'est que c'est un métier de passion et de passionné, mais qui longtemps a été marqué par des mauvaises conditions de travail, et notamment dans la manière dont étaient gérés les gens. Hein. Et toi, c'est un combat que tu mènes. C'est-à-dire que tu dis qu'il n'est pas normal aujourd'hui, en gros, de devoir souffrir quand on est salarié dans ce métier. Je déforme pas ? Non, pas du tout. C'est ça ? Si j'ai bien un objectif de vie, en effet, je pense que c'est d'être la dernière génération où les violences en cuisine sont banalisées. Et parce que longtemps, ça a été le cas. C'est longtemps le cas et c'est encore le cas dans certains restaurants. Et en fait, c'est dû à plein de facteurs. C'est que... Et c'est un problème qui est assez complexe parce que, en fait, la première chose, c'est qu'on dit que c'est un métier passion et du coup, derrière, on justifie plein d'abus. Ouais. Il faut donner un sens, en fait, quand on s'est fait maltraiter pendant toute sa formation. Et donc, en fait, on légitime ces violences et donc, souvent, on les reproduit. C'est un peu j'ai subi ça, donc tu dois le subir aussi. Alors que c'est pas vrai, je pense qu'il faut être plus malin que ça et se dire que quand on le subit, c'est pas un bon moment, donc pourquoi on l'imposerait aux autres. Et ensuite, l'idée, c'est aussi de repenser notre modèle de consommation, où en fait, servir des petites courgettes coupées comme ça prend du temps, donc ça demande plus d'heures de travail, et ça change pas grand-chose dans l'assiette. Okay. Donc en fait, à vouloir courir après les récompenses, on transmet aussi le stress à ses équipes. Et l'idée, c'est pas de courir après les récompenses. En restauration, on est là pour faire plaisir aux gens. Donc pourquoi on se met dans des états aussi négatifs alors qu'on est censé faire plaisir aux gens? Ça n'a aucun sens. Tu vois, j'allais te demander concrètement comment tu fais passer cette envie qu'en fait, on travaille dans un cadre apaisé, en tout cas pas violent. Donc tu dis, notamment, ça passe par l'adaptation de recettes, d'après ce que tu dis, ne pas chercher la performance à tout prix. Et puis, c'est des consignes que tu donnes aussi à tes équipes, aux encadrants, aux managers, et tu leur dis à quel point c'est important pour toi que les gens travaillent dans les bonnes conditions. C'est ça passe par le management? Alors, pour les bonnes conditions, il y a plusieurs sujets. Il y a évidemment la structure. Ouais. Il faut que la structure soit adaptée. Typiquement, le premier restaurant, Orgueil, la structure est moins adaptée que le dernier restaurant en vie. Quand tu dis structure pas adaptée, c'est-à-dire? Il y a des histoires de marche en avant, des monts de charge. Ah oui, d'accord. Des surfaces de passage. Ah oui, donc tu parles de... Ah ouais, vraiment la structure du restaurant. C'est important. Ensuite, pour que ce soit le plus confortable possible pour les gens qui y travaillent. C'est ça. Okay. Donc il y a cette première chose-là. Ensuite, il y a les horaires. Ouais. Là où en fait, il y avait des horaires à rallonge en restauration. Maintenant, nous, on a mis en place une badgeuse. On a des réunions toutes les semaines avec les managers pour connaître leurs problématiques. Okay. Moi, c'est maintenant le gros de mon travail. Hier, j'étais en réunion avec tous les managers et donc on fait un point avec chacun des salariés. Là, en ce moment, on est en pleine grille d'évaluation pour montrer la bonne direction à chacun des membres de l'équipe vers là où ils doivent progresser, aller, etc. En fait, c'est beaucoup de process mis en place pour justement mettre des garde-fous. Et il faut bien prendre conscience que faire du management violent a beaucoup moins d'impact pour un membre d'une équipe que donner un avertissement ou mettre à pied quelqu'un. C'est-à-dire que nous, on le voit maintenant. Admettons, on recrute un membre d'équipe qui est un très bon cuisinier, mais qui a passé un peu trop de temps dans des brigades toxiques. À l'ancienne, ouais. Il va potentiellement répliquer. Il y a plusieurs choses, mais il a quand même très envie de venir travailler chez nous. Parce qu'il sait, il a un talent. Il sait qu'il connaît les valeurs qu'on défend, il sait que ça a du sens, il sait qu'il y a de la visibilité, donc il veut venir travailler chez nous. La première chose, ça va être donc de faire un rappel au règlement si ça arrive une fois, tant que le truc n'est pas trop grave. S'il conne sur quelqu'un, évidemment, on passera assez vite à l'étape suivante. Ouais. Ensuite, ça va être un avertissement, ensuite une mise à pied, ensuite un licenciement. Et à côté de ça, en revanche, dès qu'on commence à mettre des sanctions, directement, on propose un coaching aux personnes qui sont dans l'encadrement, donc à partir de sous-chef. Il n'y a pas que la sanction, en fait, il y a un accompagnement. Il faut, en fait, parce que sinon, en fait, sinon on exclut en fait ceux qui sont, d'une certaine manière, un peu malades, parce qu'en fait, ils ont juste subi ça. Et donc, c'est ce que tu disais, ils ne font que reproduire la manière dont eux-mêmes ont été formés. Quoi. Et donc, on offre trois coachings
à nos encadrants qui ont un comportement que nous ne pouvons pas accepter. Toi qui es streamer désormais, depuis un mois, tu me disais à peu près, en replay, tu pourras voir les commentaires, il y a plein de gens qui saluent ce que tu dis. Et à moi, ça fait tout ce que tu dis là fait beaucoup écho. On a déjà souvent parlé du milieu de la restauration. Dans cette émission, tu vois, parce que c'est un milieu qui recrute, qui se plaint parfois d'ailleurs de ne pas trouver des talents. Et moi, dans le chat, j'ai souvent des gens qui me disent ouais, formidable, mais le problème de ce milieu, c'est ces horaires à rallonge, c'est des métiers qui physiquement sont durs, certes, c'est des métiers de passionnés, mais il y a aussi un problème de conditions de travail. Et des gens qui se disent moi, je connais un petit peu, j'y ai travaillé, et se plaindre parfois d'expériences professionnelles qui n'ont pas été abouties. On revient exactement à ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que si c'est physique, ça veut dire que le lieu doit être plus ergonomique. Si les heures sont dures, il faut que en fait on travaille pour des heures qui sont rémunérées. C'est bien beau de travailler 60 heures, mais si on n'est payé que 39... Tu nous parlais de la badgeuse tout à l'heure, tu disais que tu es une badgeuse chez toi. C'est super important pour nous. Et enfin, le milieu, enfin, les gens qui... Je pense que il y a des... En effet, c'est un milieu où les gens ont du mal, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se plaignent alors qu'ils ne font pas d'efforts. Alors qu'ils font pas d'efforts et que oui, c'était plus facile avant. Bah oui, quand maintenant c'est compliqué et il faut changer de gymnastique de réflexion, mais on peut pas continuer à payer les gens 39 alors qu'on les fait travailler 70, c'est pas possible. Et ton discours, celui qu'on entend là, est-ce qu'il se répand dans ce secteur aujourd'hui de la restauration en France? Est-ce qu'il est en train de s'installer ou est-ce qu'il est un peu encore isolé? J'ai deux types d'échos. Il y a ceux qui se lancent dans la restauration parce qu'ils ont regardé des vidéos de cuisine qu'on a montrées où je mets en avant les équipes et où je parle des violences en cuisine. Il y a ceux qui sont déjà dans le métier qui me remercient. Il y a ceux qui ont arrêté le métier qui me remercient et qui auraient bien aimé que je fasse ça avant, entre guillemets. Ah ouais. Et puis là, j'étais encore à un événement de chef où il y a un chef doublement étoilé qui vient me voir et qui me dit « C'est marrant, je me sens toujours un peu visé quand tu parles de ça. » Mais qui me dit « Par contre, j'adore ton approche, il faut que ça continue comme ça. » D'accord. Donc en fait, je pense que tout le monde veut aller dans la bonne direction, juste j'ai l'impression que personne s'est mis... et il y en a qui le font, il y en a qui prennent la parole. Mais en fait, il faut quand même... Donc il y a quand même une prise de conscience, quoi. Je pense que tu décris là. Je pense qu'il y a une prise de conscience, mais il ne faut pas que la prise de conscience soit une chasse aux sorcières. Et je pense que c'est là l'erreur que font certaines personnes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste mettre au bûcher les gens qui ont répliqué ce qu'ont fait leurs aînés. Il y a vraiment des sales types dans ce métier, ça je l'entends volontiers. Toi tu dis il faut plutôt les accompagner, quoi. Il faut plutôt accompagner ceux qui ont envie de progresser en tout cas, et que ça s'arrête. C'est vraiment Miyazaki, quoi, porter sur le monde un regard sans haine. Je vais dans tous les sens parce que j'ai plein de questions à te poser. Je reviens un peu en arrière. Ouais. Quand tu étais à l'école Ferrandi, tu as notamment parlé de stages dans de très grands établissements. Comment on obtient des stages dans des beaux établissements comme ça? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est grâce à l'école? Comment ça se passe? Alors, les stages en restauration, en fait, les stages en restauration, il faut, comme dans tous les milieux où en fait on a une espèce de chasse à la récompense, on a souvent tendance à prioriser le CV plutôt que l'expérience. Oui, parce que sur le CV, d'ailleurs on verra le tien tout à l'heure, c'est vrai que ça fait une belle ligne. Oui, ça fait une belle ligne, mais c'est très important. Ouais. Mais il vaut mieux se former dans des petits restaurants et ensuite aller dans des restaurants un peu plus reconnus. Pourquoi? Parce que déjà, on s'affirme en tant que jeune professionnel, et donc on ne laissera pas passer certains comportements qu'on peut subir dans des plus grandes maisons. Ensuite, dans les grandes maisons, finalement, ce qu'on fait, c'est souvent un peu de l'épluchure, etc. Donc, c'est vrai. C'est bien cool d'avoir un restaurant triplement étoilé sur son CV, mais bon, si c'est pour avoir passé... éplucher des patates. Des patates, en fait, ça vaut rien. Ok. Donc, moi, j'ai eu... les premières maisons pour lesquelles j'ai travaillé, il y a eu un bistrot de quartier où là pour le coup ça s'est mal passé. Ensuite ça a été un club de direction. Ouais. Et à partir de ce moment-là seulement, donc j'avais déjà quasiment 4 ans à l'école où j'ai commencé à me rentrer dans mon premier étoilé. Et où je suis entré à la Tour d'Argent, puis au Dorchester à Londres, puis au Plaza Athénée. Tu as été à Londres effectivement. Et du Plaza Athénée, je suis retourné à un esprit bistrot parce que justement moi ça faisait pas sens d'être toujours au même endroit et c'est des périodes que moi je garde comme très formatrices. Ouais. Mais que je me suis rendu compte en les faisant que c'est pas ce que je voulais faire de ma vie. Et s'il y a autant de gens en restauration qui ne sont pas en milieu gastronomique, c'est aussi parce que les gens se rendent compte que c'est très beau d'avoir des étoiles, mais ça demande aussi des sacrifices qui ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on veut. Il faut se rendre compte que
avoir une étoile, quand le guide passe, en fait, il faut être très constant toute l'année, parce qu'en fait, il suffit d'un passage et c'est game over. Et moi, j'avais pas du tout envie d'avoir une pression toute l'année pour avoir une récompense potentiellement à la fin. Potentiellement. Et notamment pour ne pas répercuter cette pression sur tes équipes. Totalement. Toute l'année, quoi. Totalement. Alors, je m'excuse auprès du chat, parce que quand j'ai un invité, je suis beaucoup plus avec l'invité que sur le chat. Je pense que tu dois connaître ça aussi quand tu streams. Mais je voudrais notamment lire le message d'Azaher qui dit « Je suis cuisinier depuis presque 10 ans. J'ai vécu exactement ce que Éloi a dit en maltraitance par les anciens chefs de cuisine qui ont failli me faire quitter le métier. Aujourd'hui, j'essaie d'être plus attentif à ma façon de faire évoluer mes apprentis. » Voilà, c'est exactement ce que tu décris. Il y a une règle qui est, pour moi, assez simple en management. Les apprentis et les stagiaires ne sont pas là pour remplacer des membres de l'équipe. Ils sont là pour apprendre. Donc, si dans le planning, on compte les apprentis et les stagiaires, c'est déjà qu'il y a un problème. 31 ans ça, hein, ton parcours est déjà riche, il y a la formation, les 7 années d'études, il y a les postes de chef, il y a les stages dans les grandes maisons. À ton compte, depuis combien d'années le premier restaurant ? Premier restaurant, ouverture en mars 2022. 2022. 3 restaurants aujourd'hui. Alors, très intriguant pour quelqu'un comme moi, c'est chacun de tes restaurants porte le nom d'un péché capital. Exactement. Alors, il y a, le premier c'est ? Orgueil. Dans l'ordre, c'est orgueil, colère, et là, c'est envie, le banquet. Ok. Orgueil, colère et envie, le banquet. Pourquoi que des noms de péchés capitaux ? Alors, ça crée ça crée un univers créatif assez fort. Oui. C'est-à-dire que Orgueil, on pourrait en ouvrir 3 totalement différents qui représentent l'orgueil. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment une idée créative. Et même en termes de concept, parce que Colère, c'est à la fois un restaurant où on met en avant le piment. Oui, c'est ça. Où il y a une décoration très chaleureuse, très chaude, presque volcanique, et aussi un restaurant associatif. Parce que Colère, indignation, et en fait, on s'est rendu compte avec Orgueil qui fonctionnait bien qu'en fait, c'était injuste de garder ça que pour nous. Et du coup, maintenant, on met en avant des associations. D'accord, ok. Depuis Colère. Donc dans Colère, ouais. Et donc chacun a une thématique en matière gastronomique. Orgueil, par exemple. Orgueil, c'est vraiment une cuisine. C'est vraiment la cuisine qui me ressemble, je pense, le plus. Bon, maintenant, même si c'est Adam qui est chef et qui fait les cartes, c'est vraiment une base de cuisine française, twistée avec une technique ou un produit qui vient d'ailleurs. J'ai lu que dans chacun de tes restaurants, il y avait une part brasserie et une part gastro. C'est vrai, c'est ça ? À chaque fois, il y a la double offre. Nous, on a une approche très anti-gaspi, et c'était vraiment offert de lance dès le début. L'idée de pourquoi on a appelé le restaurant Orgueil, de un, c'était un pied de nez aux grands chefs qui ont un ego surdimensionné. Okay. Et de deux, c'était pour mettre en avant, dire plutôt qu'on était fiers de nos équipes et de nos producteurs. Ah, Orgueil, ok. On met beaucoup en avant nos producteurs et nos équipes. Et qu'est-ce que donc Orgueil, on définissait chacun. Donc Orgueil, tu m'as dit celui qui me ressemble le plus. Oui. Ah oui. Et pourquoi on a 2 espaces ? Oui. Ah oui. C'est parce que en fait, pour être anti-gaspi, soit on a une carte à rallonge. Ouais. Les gens ont tendance à penser un steak, un bœuf, c'est un steak sur pâte. Ouais. Ce qui n'est pas le cas du tout. En fait, il y a plein de morceaux qui demandent un vrai travail de cuisinier différent. Et l'idée, ça va être de mettre en avant différentes parties sur chacun de ces espaces. D'accord. Admettons. Notre fer de lance, nous, c'est un peu le cochon, notamment sur envie. On reçoit toutes nos carcasses arrivent entières. Parce qu'il faut savoir que c'est aussi une problématique des producteurs. Ils arrivent à vendre le filet, la côte de bœuf, etc. Mais par contre, la vente de bœuf, ça part en steak haché. Donc toi, tu prends tout ? Nous, on prend tout. On s'engage à tout prendre. Donc du coup, moins de gaspille ? Donc moins de gaspille. Et par contre, c'est notre travail à nous, restaurateurs, de mettre en avant. Et là où c'est intéressant, c'est que du coup, on arrive aussi plus facilement à recruter parce qu'en fait, les jeunes cuisiniers, ça les intéresse d'apprendre le travail de découpe, d'apprendre aussi bien comment on travaille un jambon qu'une côte, qu'un pâté en croûte fait avec les avants. Tout ça, c'est que des choses qui sont très intéressantes. J'ai vu des images de pâté en croûte dans un de tes restaurants. Là, il y en a dans tous les restos. Waouh, l'image, elle est folle. On m'en parle dans l'oreillette, on m'en parle. Tout le monde l'a vu, cette image. Et du coup, en ayant la carte gastro et brasserie, donc, des différentes façons de travailler le produit ? C'est plutôt différentes parties du produit qu'on travaille. Ça. Donc moins de gaspille. Puis pour des équipes aussi, ça permet de travailler différemment ? C'est exactement ça. En fait, l'idée, c'était, quand on ouvre Orgueil, on avait une carte fixe qui devait plaire aussi bien aux cuisiniers qu'aux gens qui n'ont pas l'habitude de manger au restaurant. On a un menu déjeuner qui est à 27 € entrée plat dessert. Donc c'était très important pour nous d'avoir au moins une offre abordable dans chacun des restos. Même si on ne peut pas venir y manger tous les midis, quelqu'un qui économise 2-3 mois peut venir manger son menu déjeuner chez Orgueil et donc goûter la cuisine, ça c'était très important pour nous. Et la deuxième, c'est que du coup, le fait d'avoir 3 offres différentes nous permet d'avoir 3 menus différents et donc de travailler 3 produits différents. Et donc, c'est pas plus de travail pour les équipes, parce que sur la carte du déjeuner est une adaptation du menu du soir avec un plat du jour en plus. Ok.
qui nous permet en fait d'utiliser les parties qu'on n'a pas utilisées, par exemple, de la carcasse. Le menu déjeuner, le menu du soir, c'est vraiment un menu qui est réfléchi pour plaire à un maximum de personnes. Puisque c'est le gros. Typiquement, au déjeuner, on sert une cinquantaine de couverts. Le soir, on en sert 100. Donc, c'est là où c'est les parties les plus présentes de l'animal qu'on va utiliser. Ou du végétal. Je prends souvent la viande en exemple parce que c'est le plus évident sur les différentes parties. Et la partie Speakeasy d'Orgueil, typiquement, c'est un espace où on va utiliser les parties les moins présentes et où, en fait, avec Benoît et Antoine, on a créé une structure de menu que les équipes doivent respecter. Mais derrière, ils ont carte blanche. Okay. Ils regardent ce qu'il y a dans les frigos. OK, je fais mon menu. Et pour revenir aux 3, parce que donc on a dit le premier Orgueil que tu as créé, donc avec la cuisine qui te ressemble le plus. On est sur les épices, tu disais, avec Colère. Ouais. Voilà. Et le dernier, c'est Envie. Envie, et là, c'est un buffet à volonté. C'est buffet. Un banquet tout à déguster. Ok, très bien. L'idée, c'était, et c'est un restaurant qui fonctionne très très bien, c'était de se dire que avec les valeurs qu'on défend d'anti-gaspillage management, etc., on peut faire toute typologie de restauration. Oui, parce que c'est intéressant. En fait, c'est juste des excuses que les gens se trouvent de dire on ne peut pas faire du responsable. Et nous, ce qu'on veut, c'est le prouver. Parce qu'il y a eu plein d'articles récemment sur la hausse, tu sais, de la tendance buffet à volonté en France, développée par certains pays, mais qui parfois tire la qualité vers le bas en privilégiant les volumes. Et toi, ce que tu voulais prouver, c'est qu'on pouvait faire du buffet, mais de qualité, c'est ça? Okay. C'était vraiment l'idée. Et donc, tout est fait maison. On a recruté une équipe de charcutiers, on a recruté une équipe de pâtissiers. L'appétit monte dans le chat, hein, les gens commencent à avoir très très faim. Alors évidemment, quand on a commencé à dire, mais ça je pense que tu es au courant, que tous tes restaurants avaient des noms de péchés capitaux, on nous a demandé à quand Luxure? Luxure, typiquement, ce sera un restaurant qui va ouvrir dans quelques années. Parce que c'est prévu? Oui, mais ce ne sera pas tout de suite, parce qu'en fait c'est un restaurant qui va coûter un peu d'argent et on a besoin d'asseoir un peu plus le groupe, mais on voudrait ouvrir potentiellement un cabaret. Ok. Un cabaret, donc pour continuer de mettre en avant des métiers artistiques, avec une programmation, mais bon, ça demande de la place, ça demande une organisation, et donc on a besoin de se roder un petit peu. J'attendais la question, elle est enfin posée. Luxure avec le harnais de nuit, bien sûr. Toujours, un harnais par typologie de resto. Oui, j'ai 3 harnais différents, j'en ai un pour Orgueil, un pour Colère, un pour Envie. Là, ah bon? C'est lequel, celui-ci? C'est celui d'Envie. D'accord. Qu'est-ce qui change? C'est la couleur Ouais, c'est le coloris, et puis on l'adapte un petit peu. En fait, celui-là, c'est celui que je prends dès que je quitte les restos parce que c'est plus confortable. D'accord, ok. À chaque fois, avec Charles, qui fait les harnais, on adapte, on se fait un petit brainstorming de savoir qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas. Donc, tu es en train de nous dire que tu as une collection de harnais? J'ai 3 harnais, ouais. 3 de travail? Oui. Et pas d'autres, je veux dire, parce que tu m'as fait découvrir un autre vocable tout à l'heure. Mais c'est vrai que... Et dans tes... alors, tu es aussi, j'en ai très peu parlé pour l'instant, mais très présent sur les plateformes, les réseaux. Tu as une chaîne YouTube qui a presque 300 000 followers. Tu es très présent sur Instagram aussi? Oui. TikTok aussi, peut-être? Un petit peu, oui. Un petit peu. Et tu as créé ta chaîne Twitch il y a un mois. Exactement. Et tu disais tout à l'heure, à l'origine, ça part de l'envie de faire connaître mes restaurants pour les remplir, ça part de là? C'est ça. En fait, quand j'ouvre Orgueil, moi, j'ai 2 investisseurs, mais je suis seul maître à bord. Et en fait, je me rends compte que pour développer d'autres restaurants, j'ai besoin d'associés. C'est là que je rencontre Benoît. Et donc, on monte Bonalois ensemble. Et en fait, quand Benoît arrive, moi, d'un coup, ça me retire une charge mentale énorme et une quantité de travail énorme. Okay. Et comme c'est plutôt le chef qui est en charge du remplissage des restaurants, je me dis, commençons à faire des formats vidéo. Je recroise un de mes copains de quand j'étais enfant qui est chef opérateur, qui me propose de tourner quelques vidéos. Super. Et en fait, on commence par faire du vertical et on se dit, il y a beaucoup de vertical sur les réseaux en food. Mais quand on tourne, j'ai plein de choses intéressantes à raconter parce que j'ai quasiment 15 ans de métier. Et donc, en fait, on se retrouve avec des formats verticaux qui font 4 minutes 30. Et on se dit, autant le faire en horizontal et on monte une chaîne YouTube. Et tu pars sur YouTube? Ouais. La chaîne, elle a été créée il y a combien de temps? Là, on a fêté les 3 ans en novembre. Et aujourd'hui, les formats que tu vas proposer sur cette chaîne YouTube, c'est des formats de combien du coup? Ça va de... Là, on a une vidéo ce week-end qui sort sur la fabrique, l'usine de Buyer, qui est une fabrication de matériel de cuisine, qui sort ce week-end, qui dure 15 minutes. Et le week-end dernier, on a sorti une vidéo avec Michel Saran, l'ancien jury de Top Chef, qui a aussi un chef doublement étoilé, qui dure une vingtaine de minutes. Et on a déjà fait des vidéos de 30-35 minutes. Alors tu gagnes quelques followers, il y a des gens qui t'ont découvert aujourd'hui, qui sont allés voir. Trop chouette. J'ai plein de messages sympas. Salut, je suis chef de cuisine, c'est un sujet qui me rend fou, personne n'en parle plus que ça. Je pense qu'on parlait de notre thématique de tout à l'heure. Et alors,
créateur de contenu, ça prend du temps. J'ai une équipe. Voilà, parce que restaurateur, on sait que c'est des métiers qui sont très chronophages. C'est des métiers passion qui prennent beaucoup de temps. Comment tu rajoutes tout ça? Comment tu t'organises? Parce que là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet sur le fait d'apprendre à déléguer pour être un peu multicasquette comme ça. Oui. Donc j'ai fait sur Bonalois, on est 140. Là, on a regardé sur le Dans le groupe, ouais. Tu as 150 salariés? 140 salariés, ouais. Félicitations. Ouais, merci. Ok, bravo. C'est plus une responsabilité que... c'est une vraie réussite, mais c'est surtout une responsabilité parce que l'idée, c'est que tout le monde grandisse ensemble. Et typiquement, Antoine, mon chef exé, qui s'occupe de toute la partie cuisine, qui est le chef des chefs. D'accord. Et là, depuis... est arrivé même avant Benoît. Ça fait 3 ans qu'il est là. Et dans Bonalois, dans les presque 150 salariés, il y a quelques-uns sont dédiés à la création de contenu? Non, c'est une société à part. C'est à part. Mais là aussi, Et là, on est une dizaine à travailler dessus, avec majoritairement des freelances. Une dizaine? Ouais. On est une dizaine à travailler dessus, avec du coup des freelances, parce que faire que du contenu pour nous, ça ne marcherait pas. Mais là, le projet que je tease un peu pour 2026, c'est qu'on aimerait bien faire les Avengers de la restauration. Attends. 2026, les Avengers de la restauration? Ouais. C'est quoi ça? En fait, donc déjà, t'as le en fait, costume. c'est ça, c'est tirer le trait un petit peu plus, et c'est de se dire qu'on a des talents qui sont formidables dans notre groupe, et donc en fait, ils vont chacun représenter une partie de la restauration. On aimerait avoir un chef gastronomique, un chef formateur, un pâtissier, une chef ou plusieurs chefs femmes, parce que c'est un métier qui est déserté après 3 ans de métier par les femmes. Ouais. D'accord. Parce que justement, à cause de tous ces les conditions de travail dont on a parlé. Moi, quand j'étais à Ferrandi, les personnes les plus présentes dans les classes, c'était des femmes. 3 ans après, elles disparaissent toutes. Ok. Pour plein de raisons différentes, mais les violences en cuisine, les violences et les comportements problématiques, ils sont pour quelque chose. Donc maintenant, il y a beaucoup et même pour nous, c'est compliqué de recruter des femmes. On le fait dès qu'on peut, mais on reçoit beaucoup moins de CV de femmes que de CV d'hommes. Parce que l'image du métier, elle est abîmée. Exactement. L'image du métier est abîmée. Il y a aussi beaucoup de chefs femmes qui décident de travailler uniquement entre elles, mais juste pour se dire qu'en fait, elles sont protégées comme ça. Et c'est totalement compréhensible. Donc il faut vraiment que ce milieu change. Et alors les Avengers, alors, donc ce serait de mettre en avant toutes les équipes de Bonalois. Encore un projet. Encore un projet. Mais du coup, mais qui fait sens. En fait, c'est un vrai. Tout ce qu'on fait, c'est dans un esprit de cercle vertueux. Ouais. Tout est censé se nourrir. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, quand j'étais à la première question, j'ai dit mais comment tu te présentes à quelqu'un qui ne connaît pas? Tu dis plus que chef, je me présente comme aujourd'hui restaurateur parce qu'en fait aujourd'hui, ce que tu fais, c'est un rôle d'animateur. Tu animes toutes ces équipes-là. Donc tu as dit que tu avais un chef des chefs. Oui. Et du coup, tu interviens encore dans la partie cuisine. Tu as encore le temps. Je valide toutes les cartes. D'accord, ok. Et valider toutes les cartes, ça veut dire donc les chefs te font des propositions. Et tu les valides ou tu es encore dans la co-conception des recettes, tu vois? Alors, une création de carte, ça prend à peu près 1 mois et demi, ça prend un petit peu de temps. Donc, on valide les fournisseurs déjà parce que c'est le premier truc à faire avec Antoine. Ensuite, on valide avec Benoît le concept du restaurant. Une fois que ça s'est fait, on crée une structure de menu qui sera toujours la même. Sauf si, évidemment, il y a des retours négatifs des clients où il faut qu'on soit suffisamment agile là-dessus. Et une fois qu'on a créé cette structure, on fait une première carte. Et une fois que cette carte première est testée avec Antoine, etc., on la donne au chef de l'établissement. Et ensuite, il peut adapter sa carte au fur et à mesure des saisons, comme il veut, tant qu'il respecte cette structure. Ah, tu lui donnes une vraie latitude, une vraie liberté. Oui, on donne une vraie liberté. D'abord, ils nous font valider les noms des plats. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle des tastings, où on goûte en fait les plats. Et on en fait généralement 2 par carte. Un premier où on recentre un petit peu, où on décide ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. Et le deuxième tasting, c'est souvent simplement de la validation. Ok. Mais pour tout ça, parce que là, ton groupe aujourd'hui, il emploie près de 150 personnes. Oui. Là, tu nous as décrit un peu la structure. À un moment, il faut avoir la confiance des investisseurs parce qu'il faut souvent emprunter et des sommes importantes. Oui. Comment on obtient la confiance de ces investisseurs, notamment des banques? Comment on va trouver les capitaux? Tu disais tout à l'heure, par exemple, que toi, le fait d'avoir eu un parcours étudiant assez long, ça avait contribué à rassurer. C'est-à-dire que c'est important. Il y a ça, il y a le passage dans les grandes maisons. Oui. La grosse problématique qu'on a, je pense, en restauration, et j'en parle depuis maintenant quelques temps, c'est qu'en fait, tout le monde veut un peu s'improviser restaurateur. J'imagine que tu as des amis qui ont déjà eu le projet d'avoir un restaurant, mais qui ne sont pas de milieu. Le problème, c'est que restaurateur, c'est pas comme cuisiner chez soi. Ça prend en compte les plannings, ça prend en compte
la gestion des achats, la gestion des coûts. C'est un vrai métier. Et moi, je commence à militer pour dire qu'il faut en fait un permis pour ouvrir un restaurant. Parce que quand on voit le nombre de restaurants qui ferment chaque année en France, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ouvertures, mais il y a beaucoup de fermetures, c'est ça? Oui. Ouais. Et je pense que c'est un métier qui est quand même important et qui engage beaucoup de choses, puisqu'il y a du stress, en fait. Et en fait, quand il y a un stress de service, en fait, les pires travers de chacun peuvent ressortir. Et du coup, ça nous ramène aux conditions de travail. C'est-à-dire qu'en gros, un projet mal pensé, mal préparé, il a des répercussions après sur les salariés, c'est ça? Mais t'es quelqu'un de très bienveillant, très gentil, qui se retrouve avec des dettes parce qu'il n'a pas anticipé bien son business plan, qui n'a pas été formé au management, qui se retrouve avec un client vide et puis qui d'un coup est plein parce qu'il a eu un article, parce que c'était bon. Ouais, ça peut faire péter la cocotte minute. Tu vois, quelqu'un me disait renchérissait sur toi. Cédric me dit oui, un permis et une formation de management. On y revient. Tu as déjà été contacté par tu sais, toutes tes émissions qui mettent en avant des cuisiniers, des chefs Alors moi j'ai postulé pour Top Chef 2 ans. Ensuite j'ai été contacté par le casting. Oui. Mais j'ai pas été pris à chaque fois. D'accord. Et une fois que ça s'est passé, un peu comme au moment où je voulais être acteur jeune, je me suis dit, bon, c'est pas pour moi, c'est pas grave. Donc, t'as laissé tomber. Et donc là, ils sont revenus encore il y a 2 ans, je crois, mais moi ok. Mais justement, c'est des temps de tournage qui sont longs et j'ai pas vraiment. Maintenant, j'ai 150 bonhommes à gérer. Donc oui, et en plus, tu as développé tes propres outils de communication pour parler de tes restaurants, pour parler de ton travail, quoi. C'est ça. Okay. Et surtout en m'autoproduisant, donc c'est quand même une source de liberté qui est géniale. Bien sûr. Aujourd'hui, tu es tout ça, tu es aussi créateur de contenu, quoi. Oui. Et du coup, maintenant, tu as des outils de communication qui sont devenus importants, notamment ta chaîne YouTube. Et tu n'as pas des envies demain, peut-être, de proposer d'autres contenus sur ta chaîne YouTube? Tu vois, que de restauration. Oui. Sur ma chaîne YouTube, je pense qu'on restera toujours sur la restauration. Après, on peut gamifier un peu les contenus. Typiquement, on a un format où on essaye d'élire le pire commis d'Internet. On a fait déjà quelques épisodes. C'est bon, très drôle. Ouais, c'est très drôle. Mais d'ailleurs, si un jour tu veux venir, t'es évidemment le bienvenu. Hein. Mais oui. Mais ce serait quoi mon rôle, du coup? Alors, il y a 2... nous, on a plusieurs émissions avec des invités. Il y en a un qui s'appelle « Finis ton assiette », où l'idée, c'est juste de faire aimer à notre invité l'aliment qu'il n'aime pas. Ok, super. Et c'est un peu comme un format interview, mais beaucoup plus chill, parce que quand tu cuisines, c'est... Tu demandes à ton invité vraiment l'aliment qu'il n'aime pas. Ouais. Et moi, je te fais une recette, et j'essaie de faire une recette pour te faire aimer. Ok. Bon, après, ça fait dur avec moi, parce que j'aime un peu tout, quoi. Quoique, mais je peux trouver un ou deux trucs. Ok, super. Mais en tout cas, tu viens absolument quand tu veux. Avec grand plaisir. Très bien. Trop bien. Là, ton prochain live, c'est quand, par exemple? Alors, pour l'instant, je cuisine pas en live. D'accord. Ça, c'est le seul truc, parce que justement, je suis pas non plus encore très à l'aise sur le live. Et en fait, le jour où tu viens, tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de moments où on doit couper, parce qu'il y a un temps de cuisson, et cuisiner et parler en même temps, c'est pas évident. Ok. Là, minute 1, tu vas être très à l'aise, il n'y a aucun souci. Je vais te mettre un oignon épluché dans les mains, ou de devoir l'émincer finement et à parler en même temps, pas évident. Compliqué. Donc même moi, je suis encore en train de me former là-dessus, alors que ça fait 3 ans que je fais ça. Mais ton prochain live sur ta chaîne, c'est quand tu stream C'est tous les mardis. Tous les mardis. Tous les mardis à 19h. À 19h. Donc c'était hier soir. Exactement. Ok. Bon, c'est en replay sur la chaîne des lois. Tu sais le CV dont je parlais tout à l'heure, le CV, hop. Regarde, c'est vrai que il s'est rempli. J'imagine. Alors, et à mon avis, il doit être bien rempli. Donc ça, c'est ma petite tête. Oh là là, il y a plein de choses. On va zoomer un petit peu. Après, on voit un petit drapeau anglais, parce que tu as été dans un grand restaurant. C'était à Londres, peut-être, hein, c'est ça? Il était à Londres, ce restaurant? Alors, attends, il y a trop de choses. On peut zoomer un petit peu? On voit l'école de sous-officiers. On voit toute la formation. On voit les grandes dates. Les péchés capitaux, bien sûr. Là, on voit que c'est un autre tablier. Oui. Donc ça, c'est celui de colère, celui-là. De colère. Voilà. Dans les passions, je vois quoi? La cuisine. Le judo. On a parlé de judo. C'est vrai que j'ai fait 7 ans de judo. Ok. Ceinture noire, du coup. Pas du tout, j'étais ceinture verte, j'étais pas très fort. En fait, moi, au début, j'étais pas très sport à la base. Maintenant, je fais beaucoup plus de sport, mais quand j'étais jeune, je comprenais pas le principe. Et le théâtre? Et théâtre, beaucoup, ouais. Du coup, j'ai fait 7 ans. Ça, c'est laissé de côté aujourd'hui? Peut-être que je reprendrai un jour, mais pour l'instant, de 1, j'ai pas le temps. Et je sais pas, j'ai l'impression de faire du théâtre tous les jours.
Après, je vais te faire subir, on arrive à l'entretien d'embauche, tu vas voir, c'est la fin de notre entretien, mais dans tes journées bien remplies aujourd'hui, il y a un petit peu de temps pour toi, tu parlais du sport? Encore trop peu, c'est vraiment le truc sur lequel j'essaie de travailler, mais comme en fait, moi j'ai pas l'impression de bosser, je me lève tous les matins en me disant trop cool, je vais faire ça, j'adore bosser avec mes équipes, j'adore faire du management, donc c'est juste, la seule contrainte que j'ai, c'est un peu la contrainte physique de je suis pas un surhomme et donc de faire attention pour prendre un peu plus de temps de repos. Tes petites respirations, sport. Il y a un loisir. Sport, et puis en ce moment, le dimanche, sur Clair Obscur. Clair Obscur. Peut-être le Gauthier, on va voir le 11 décembre. Entretien d'embauche. Oui. Bon, là, on renverse les rôles parce que pour le coup. Il faut que je me mette droit. Toi, tu as ton compte. Oh, attends. Ça y est, je m'éclaire la voix. Donc, moi, tu m'imagines en RH. Aujourd'hui, tu es à ton compte, mais imaginons que je dois t'embaucher. J'ai 10 questions à te poser. Tu es prêt? Attention, c'est parti. Quel est Éloi, ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut, je suis un peu borné. Ok, j'aime bien. Ta plus grande qualité? Humain. Qu'est-ce qui te motive à travailler? Qu'est-ce qui me motive à travailler? Procurer du bonheur aux gens qui m'entourent. Sais-tu travailler en équipe? Si je travaille en équipe? Sais-tu travailler en équipe? Oui. Oui, je pense qu'on a la réponse. Est-ce que tu es capable de travailler sous pression? Oui, mais encore une fois, s'il y a trop de pression, il y a trop de pression. Et si on est... évidemment, je reviens de vacances, il n'y aura jamais trop de pression, mais... c'est en amont. C'est ça, c'est en amont en fait. Il y a vraiment un travail de fond sur le temps pour soi, c'est extrêmement important pour savoir gérer la pression. Es-tu du genre à prendre des initiatives? Oui. Ouais. Quelle est ta plus grande réussite professionnelle parmi toutes celles qu'on a évoquées? Mon équipe. Ok. Est-ce que l'échec te fait peur? Non. Tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, honnêtement, je comprends rien à ma vie. Ça fait vraiment 10 ans. C'est impossible. J'adore cette réponse. Mais non, mais en 2 ans, je me rends compte, j'avais pas de chaîne YouTube, j'avais un pauvre. Il y a 5 ans, j'avais pas de resto. Je ne comprends rien à ma vie. Et une toute dernière, parce qu'on a parlé de jeux vidéo, de Clair Obscur, on a parlé d'Assassin's Creed. Quel est le meilleur Assassin's Creed selon toi? Brotherhood. Boum. Et une petite dernière, une 11e que j'invente à l'instant. 3 restaurants déjà. Le 4e, ce serait lequel? Est-ce que ce serait le Luxure dont on a parlé tout à l'heure avec le côté cabaret, ou est-ce qu'il y a un éventuel 4e restaurant qui viendrait avant? Il y a sûrement un restaurant qui viendra avant. D'accord. Là, on va se concentrer un petit peu sur les envies. Ok. Et ce serait toujours un nom de péché capital? Ce sera toujours un nom de péché capital, il y aura sûrement une petite variation. D'accord. Là, on a une offre qui vient d'être acceptée dans le 16e arrondissement. Ok. Petit exclu. Ok. Ça, j'aime bien les exclus. Mais bon, c'est pour une ouverture dans 15 mois. Donc, oui, le temps de tout mettre la carte en place, tout trouver les équipes. C'est le temps des travaux qui est incompressible. Ok. On travaille évidemment sur le développement en amont, mais on commence vraiment à travailler sur le projet. Exclu, les gars. Hein. C'est accepté? Donc Alors, offre acceptée. Maintenant, voilà. Il y a encore la phase de la promesse, puis la phase de la vente. D'accord, mais on est sur quelque chose. Oui. Donc, ça m'intéresse, parce que je ne vais pas vous donner mon adresse quand même, mais évidemment, en préparant l'émission, je suis allé voir les adresses de tes 3 restaurants pour voir si j'étais pas trop loin. J'étais un peu loin. Là, on se rapproche. Oui. Là, on se rapproche un petit peu, ça me plaît. Je vais un petit peu loin dans l'info exclusive. Tu n'auras pas déjà son nom ou Non, ça pour le coup, on n'a pas encore défini clairement parce que on veut vraiment travailler sur un univers créatif à part entière sur celui-là. Parce que du coup, je suis en train de m'interroger sur les autres noms de péchés capitaux et le chat fait la même chose en même temps que moi. Les 4 qui manquent, c'est Paresse. Paresse. Est-ce qu'il y a Avarice? Avarice. Un nom de alors, un restaurant qui s'appelle Avarice, pour les petits budgets, tu vois. Est-ce que Gourmandise, c'est un... Gourmandise, oui. Mais je pense qu'on terminera par Gourmandise. Ok. Moi, j'ai envie de faire un restaurant végétarien qui s'appelle Gourmandise. Oh. Mais on n'a pas encore trouvé avec Benoît et les équipes l'intention créative derrière ça. Ah oui, on me donne les 4. Paresse, Luxure, on en a parlé, c'est prévu. Avarice ou Gourmandise. Ouais. Donc, Gourmandise, t'en as parlé. Luxure, il reste Paresse et Avarice. Bon, moi, j'achète les 4, je viens. Je vois Avarice dans le 16e. Arrêtez, les gars, vous nous emmenez sur des débats incroyables. Bravo, Éloi. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'était super chouette. J'ai passé un super moment. Mais c'était partagé, voilà. Et puis, quand tu veux, je viens sur ta chaîne, on fait des choses. Trop bien. Tu viendras sur la mienne. Avec plaisir, ouais. Tu sais, moi, j'ai un rendez-vous où j'explore la culture du jeu vidéo tous les dimanches soirs, où je demande à mon invité de me faire découvrir son jeu vidéo préféré. Alors, Assassin's Creed, je l'ai déjà joué, mais pas avec un invité.
Clair-Obscur, j'y ai déjà joué en solo aussi, et puis on trouvera. Trop bien. Il y avait un mode en ligne sur Assassin's Creed, je sais pas si ça existe encore, qui était exceptionnel. Le chat vient de le dire. Et on me dit que, toujours ou pas? Normalement, oui. Ok. Normalement, qui fait toujours très peur. Ouais, à voir. Oui, après ça dépend, le serveur parfois est toujours actif, mais peu importe. Éloi, un grand merci de la part de tout le monde, parce que les gens ont passé un bon moment. J'ai l'estomac dans les talons, je pense que t'écouter parler de ton travail, je pense que ça provoque toujours la même réaction. Bon, pourtant, on a parlé quand même plus management que vraiment cuisine. Oui, c'est vrai. Mais je peux en parler aussi aisément, mais c'est vrai que comme maintenant mon cœur de métier c'est vraiment le management et ça, c'est vrai que... Ce qui est très, très intéressant, c'est ça, notamment ton discours sur comment ce métier peut être aussi un métier où on passe de bons moments quand on est salarié et pas quand le côté métier-passion doit faire passer sur plein de choses. En mot de la fin, si je dois quand même rejoindre ce que disait quand même ce vétéran de la cuisine qui disait qu'on ne pouvait pas être chef à 20 ans, c'est important, c'est un métier d'artisanat, donc c'est un métier où il faut répliquer. C'est-à-dire que cuire un steak dans une poêle, c'est une chose. Cuire un steak dans une poêle qui est chaude avec un petit peu de corps gras, le mettre, attendre que la réaction de Maillard soit terminée, que ce soit parfaitement caramélisé, le retourner, ajouter du beurre, une gousse d'ail, du thym, du laurier, l'arroser, le laisser reposer le temps de cuisson pour ensuite le réchauffer en le passant un petit peu au four, le trancher et le saucer, pas sur la viande pour montrer la belle cuisson, mais à côté pour que le convive puisse se servir comme il faut. Là, c'est bon, j'ai donné la dalle aux gens. J'ai faim. Merci Éloi, c'est un plaisir. Merci les amis d'avoir été avec nous. Merci à quelle est ma caméra? C'est celle-là? Ok, il y en a plein, il y a du rouge là, celle-ci? Ok, j'y vais. Merci à vous, merci à tous les viewers qui nous ont accompagnés. Voilà. Merci aux équipes techniques, vous avez fait un travail incroyable encore en préparation éditoriale et en technique, en termes de réalisation, c'était super. Merci aux nouveaux chroniqueurs qui nous ont accompagnés, merci aussi aux partenaires de cette émission. Cette émission, vous allez la retrouver en replay sur la chaîne YouTube de MVP. Et moi, je vous retrouve ce soir avec les amis de Phosphore qui m'accompagnent toute cette journée. Ce sera pour un stream Skyrim. Exceptionnel. Je viens de découvrir Skyrim. Mais c'est exceptionnel comme jeu. J'aurais pu dire Skyrim. Le jeu est incroyable, Donc je suis dans un petit arc Skyrim là. En plus, je joue un archer, je suis un elfe. Quel bonheur. Donc ce soir. Ah, tu joues elfe? Oui. Ah, moi, je trouve que les elfes dans Skyrim sont horribles. Oui, mais alors l'arc dans Skyrim, pour explorer les grottes, les cavernes, c'est incroyable. Alors moi, je n'aimais pas les grottes dans Skyrim. T'aimais pas? Ah non. Et le loot? Il y a du loot. Ouais, il y a du loot. Mais moi, j'aime pas les grottes, moi. Les espaces confinés en jeu vidéo, ça m'a toujours stressé, c'est horrible. Merci encore, Éloi. Merci à toi. Bonne fin de journée à tous les amis. On se retrouve ce soir aux alentours de 20h, 20h30 pour du Skyrim, donc avec notre ami Archer. À ce soir.